des idées toutes faites sur le masque, le mieux est de rechercher des mythes ou des contes d'origine. L'étymologie de masca a été repérée dans des textes lombards. Elle est vraiment imparable et merveilleuse et très intéressante. Alors, ça a été repéré dans des textes lombards du 7e siècle qui évoquent le filet dans lequel on enveloppait les morts. Et la maille du filet se dit macula, la maille. Donc, à l'origine du mot masca, il faut imaginer des gens revêtus d'un filet. Alors, pourquoi? C'est que les morts, on craignait leur retour. Alors, quand on craignait leur retour, on les enveloppait dans un filet, et le temps qu'ils défassent chacune des mailles du filet, on était tranquille. Le masque, en Europe au moins, la grande période d'apparition du masque, c'est l'hiver. C'est l'hiver. On a les limites, disons, du masque, c'est véritablement l'hiver. Et on peut même aller plus loin, les limites du masque, c'est le moment où la Terre est gelée. Pourquoi? Parce que quand la Terre est gelée, on ne peut plus enterrer les morts. Or, autant dans la tradition antique, il n'y a aucun problème parce qu'on les brûle. On peut donc les brûler à n'importe quelle période de l'année. Mais dans la tradition chrétienne, il y a un interdit absolu de brûler les morts, parce que c'est une coutume païenne. Donc, on est obligé de les conserver et on ne peut plus les enterrer dès que la terre refuse de les prendre, c'est-à-dire dès qu'elle est gelée. Et que fait-on? On les enveloppe dans une sorte de hamac, un filet. Et il y a des granges spéciales dans lesquelles on va suspendre dans leur hamac les morts en attendant le moment où la terre s'ouvre à nouveau, c'est-à-dire le printemps, c'est-à-dire Pâques. Et il y aura à ce moment-là un enterrement pour l'ensemble des morts. Ceux qui reviennent, c'est les emmaillés. C'est pour ça qu'on les appelle les masques. C'est le même nom, puisque c'est le nom, c'est les maculés. Au sens de macule. Et enfin, il y a au moins plusieurs déguisements qui vont tout à fait dans ce sens-là. Mais, disons, l'essentiel, c'est que les morts qui n'ont pas été enterrés, donc, on n'a pas encore fait l'ensemble de la messe des morts sur eux. Et pour cause, puisque la messe des morts ne va se faire qu'au moment où on va pouvoir les enterrer, la messe de sépulture. Donc, ils sont dans un état intermédiaire. Alors, où sont-ils? Soit dans des granges, soit, on le sait très bien, dans les pays froids, par exemple en Russie, il y a une isba spéciale, à la sortie du village, qu'on appelle l'isba des pauvres. Là, on met tous les corps qu'on a trouvés pendant l'hiver. Tous les corps des morts qu'on a trouvés, on les met là, de façon à ce qu'ils attendent le printemps. Seulement, voilà, ils sont toujours présents. Dans certaines maisons même, on les gardait. Chez soi, on les mettait au grenier, au-dessus du foin, de façon à ce qu'ils soient bien au froid. Donc là, ils vont se conserver, mais on sait aussi qu'ils peuvent d'un moment à l'autre descendre. Et ils vont apparaître comment? Alors, ils vont apparaître comme couverts de leur maille de filet. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître, alors, ni habillés, ce qui est très curieux, c'est qu'ils vont apparaître ni habillés ni nus. C'est-à-dire qu'ils vont résoudre un problème qu'on trouve dans la légende de Lady Godiva. Lady Godiva, on lui avait demandé, de façon, c'est une légende qu'on retrouve là aussi associée aux mascarades pendant tout l'hiver, aussi bien en Angleterre sous le nom de Lady Godiva que sous d'autres noms en Suède, en Finlande, en Norvège. C'est-à-dire, c'est finalement un roi qui veut tuer tout le monde, sauf si une jeune fille arrive à résoudre une énigme qui consiste à paraître dans le village. Alors, il faut qu'elle soit ni le jour ni la nuit, ni en pleine lune, ni en nouvelle lune, ni à cheval, ni à pied, ni nue, ni habillée. Et elle va paraître
nue sous un filet. Elle va se mettre un filet, donc elle n'est ni nue ni habillée. Elle va se mettre à moitié sur un cheval, à moitié sur un bouc, un pied sur un cheval, un pied sur un bouc. Elle va paraître au matin, donc ni le jour ni la nuit, et elle va prendre une phase de la lune, elle arrive à résoudre cette distinction. Donc, en fait, et comme ça, elle va arriver à sauver le village de la mort. C'est-à-dire qu'elle est elle-même une figure de mort, d'être intermédiaire, puisqu'elle est ni nue ni habillée, ni le matin, ni le jour, etc. Elle est tout à fait dans la position des êtres intermédiaires. Et étant dans la position des êtres intermédiaires, c'est elle qui va finalement sauver, comme un mort qui reviendrait à ce moment-là, qui va sauver les vivants. Alors, on le retrouve dans les masques. On retrouve dans les masques cette maille. On a une magnifique illustration de cette maille-là. C'est l'ensemble des losanges qui apparaissent sur Arlequin. Arlequin, c'est des mailles. Or, Arlequin, on hésite beaucoup quant à l'étymologie de Arlequin. Ça a donné la chasse des morts, qui s'appelle la chasse élequine, qui est probablement la chasse et le chien, le fait d'appeler les chiens. Enfin, il y a beaucoup de... On pense que c'est élequine. Enfin, là-dessus, il y a eu énormément de choses. Et à mon avis, on est passé un peu à côté, c'est-à-dire que dans le nom même de Hernequin, alors on a pensé à Hernequin, les cornes que l'on retrouve pour Kernunos. Hein. Mais on est passé à côté justement de la maille. Alors, on a un personnage qui apparaît à la fois en carnaval et à la fin du carême, et qui est emmaillé comme ça dans un filet, puis qui est appelée la vieille morte, on ne peut pas dire mieux, c'est la carême. La carême est appelée la vieille morte, et dans les figurations de la carême, dans les grandes mascarades de combat de carnaval et carême, elle est enveloppée dans un filet. Il faudrait donc regarder les autres noms qui désignent le filet, la maille, le nœud. Je pense par exemple à ce personnage diabolique de la mythologie germanique et nordique, qui est Loki, qui a inventé le filet. On dit qu'il a inventé le filet, dans lequel il s'est fait prendre d'ailleurs lui-même. C'est celui qui est à l'origine de la mort de Balder. Et son nom désigne aussi une toile, par exemple la toile d'araignée. Et Loc, finalement, Loc, c'est une boucle ou un nœud. Autrement dit, il faudrait voir tous les noms en rapport avec le nœud en général, note, peut-être le losange, quand on pense à la forme même de la maille, et le losange est en rapport avec l'immortalité, en grande partie par l'intermédiaire au moins de l'os lus, qui est l'os de losange, qui est l'os de la résurrection. Ça voudrait dire qu'en gros, Arlequin serait couvert, puisque c'est le dieu des morts, serait couvert des emblèmes des os de la résurrection de l'ensemble des morts, c'est-à-dire de l'ensemble des losanges, puisque l'os par lequel nous ressuscitons, qui est le seul os qui ne pourrit pas en terre, c'est un losange. Donc autour de ce mot même de losange, qui s'appelle d'ailleurs, ça a le même nom que macula, puisque par exemple en blason, c'est la macle. Quand on parle aussi de pierres maclées, ce sont des pierres qui ont cette forme-là. Peut-être faudrait-il même regarder la façon dont on fait les gâteaux. Je crois que la plus belle image finalement que nous ayons de ce filet des âmes, c'est le gâteau des rois, tout simplement. Avec les amandes. C'est bien un gâteau fait avec des amandes, donc clouses, et à l'intérieur de ce gâteau, qu'est-ce qu'on dissimule? Eh bien, on dissimule la fève, c'est-à-dire l'emblème de la résurrection, l'emblème du souffle. Et ceci se fait au tout début du cycle
enfin dans l'ensemble du cycle des 12 jours, c'est-à-dire au tout début de la période carnavalesque. Alors ça, c'est donc ce qu'on peut dire au niveau de l'étymologie même de masque, masca, qui va donner ensuite alors des noms comme la sorcière, mais ça voudrait dire qu'une des fonctions de la sorcière et de la vieille sorcière, ce serait donc d'empêtrer dans ses filets, d'empêtrer les vivants et les morts. En France, on raconte que le masque peut se faire avec une crêpe. Donc on sait exactement à quel moment, au Mardi Gras, deux grands moments où il y avait des déguisements, Mardi Gras et la Chandeleur. Et ensuite, quand on regarde la crêpe, alors il suffisait de se masquer, c'est très simple, on s'envoyait une crêpe sur la figure, peut-être même cherche-t-on à s'envoyer des crêpes sur la figure, finalement, quand à la Chandeleur ou à Mardi Gras, on envoie des crêpes en l'air, en tenant une pièce de monnaie dans la main pour être riche pendant toute l'année. Au fond, le risque, c'est bien de s'envoyer une crêpe sur la figure, c'est-à-dire à deux moments dont on sait que c'est Mardi Gras, c'est une nouvelle lune, à s'appliquer une pleine lune sur la figure. Et ensuite, il faut se demander à quoi ressemble une crêpe ou à quoi ressemble la lune. Et pourquoi la lune et la crêpe sont si semblables. Et là, l'explication m'a été donnée par une très vieille grecque qui m'a dit, mais regarde bien la lune. En fait, la lune, elle est avec un visage grêlé. Elle est comme si elle avait eu la lèpre. Et regarde bien les crêpes, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de parfaitement lisse, on aperçoit des cratères. Eh bien, les cratères, aussi bien sur la lune que sur la crêpe, c'est l'équivalent de la lèpre. Et là, on comprend, on rentre dans tout le système qui est l'usage du masque par les lépreux. Par les lépreux, puisque les lépreux ont un visage qui est horrible, qui ne doit pas se montrer, et on sait que les léproseries étaient l'emblème des léproseries, c'était généralement donc un masque qui était figuré au-dessus de la léproserie pour indiquer qu'on rentrait dans un endroit dangereux. Et dans les figurations, par exemple, de Bruegel, où on voit les quêtes des lépreux au Mardi Gras ou à la Chandeleur, c'est les deux grandes dates de quête des lépreux, eh bien, les lépreux sont masqués. Alors, on a aussi même un mythe d'origine du masque qui se raconte dans la basilique de Saint-Denis. Alors, dans la basilique de Saint-Denis, au moment de la dédicace mérovingienne de la basilique de Saint-Denis, on a la visite dans la basilique de toute la cour céleste qui vient faire la dédicace, et il y a là un lépreux. Et le lépreux, on lui demande de faire savoir le lendemain que l'évêque ou l'archevêque sera inutile, puisque la dédicace a déjà été faite par la cour céleste. Il est découvert par l'ensemble de la cour céleste qui pénètre pendant la nuit dans la basilique. Et il est découvert à l'odeur, parce que les lépreux sont censés sentir mauvais. Et le Christ lui retire sa rafle, c'est-à-dire, exactement comme la rafle du raisin, sa peau. Et une des reliques les plus célèbres de la basilique de Saint-Denis, c'était une peau d'un visage humain, une peau de visage humain, avec deux trous pour les yeux, pour la bouche, toute ronde, qui s'appelait la rafle du lépreux ou la rafle de Saint Pèlerin, car on connaissait son nom ensuite. Donc là, on sait déjà que le masque, c'est un jeu, puisque c'est une peau qui se retire, essentiellement. Eh bien, c'est la possibilité d'un jeu sur la lèpre. Puisque le rêve de tout lépreux, c'est au fond de perdre sa peau, c'est-à-dire de muer. Donc, il ne s'agit pas ni de se dissimuler, ni de se montrer, il s'agit essentiellement de changer de peau. Et les lépreux, donc, ont un rôle très important à jouer pour tout ce qui est masque, et un certain nombre de masques en Europe, avec une voix très déformée par les masques.
correspond, c'est ce qu'on a montré par exemple pour les Sylvester Claus. Pour les Sylvester Claus, ils ont une voix très déformée, c'est la voix des lépreux. C'est l'atteinte des cordes vocales des lépreux, avec ce visage entièrement déformé, disons, par les atteintes d'une lèpre déformante. Ça rappelle beaucoup le lupus. C'est-à-dire qu'on peut soupçonner qu'au moins un certain nombre de masques vont figurer les lépreux, c'est-à-dire les morts, puisque les lépreux sont des morts vivants, qui reviennent parmi les vivants pour quêter à certaines dates de l'année. Un autre récit d'origine du masque se retrouve alors, chez les Grecs, chez Hérodote, mais qui évoque probablement un mythe d'origine égyptienne. Et c'est l'histoire du masque d'Amon. Une divinité n'apparaît plus à Pharaon. Et cette divinité, c'est le dieu Amon. Amon, ça veut dire caché. Et le pharaon, dans certaines versions, c'est le pharaon, dans d'autres versions, c'est Héraclès, qui est le fils de cette divinité, donc se met à prier pour que cette divinité se montre. Or, par nature, une divinité est invisible, puisqu'elle est tellement pure qu'elle ne peut absolument pas paraître. Et afin de paraître, elle revêt un masque qui est un masque de bélier. C'est-à-dire que le masque, c'est la part d'impureté, surtout que le bélier, c'est particulièrement impur pour les Égyptiens, puisque les Égyptiens considèrent que la substance la plus impure, c'est la laine. Le lin est très pur, mais la laine est impure. Donc, pour paraître, une divinité se masque. Alors, bien sûr qu'on le soupçonne aussi dans tout ce qui est masque africain, où on sait que c'est le retour des invisibles. Les invisibles se rendent visibles par les masques. Ce qui va faire paraître l'invisible, c'est l'impureté. Et l'impureté maximale, c'est la lèpre. Alors, l'image qui est utilisée par Hérodote, c'est de même que lorsque l'air est très pur, on ne l'aperçoit pas, mais dès qu'il y a de la poussière, on n'aperçoit pas le rayon de soleil. Mais dès qu'il y a de la poussière, on perçoit le rayon de soleil. Donc, le masque, c'est ce qui fait percevoir l'imperceptible, ce qui fait voir l'invisible, absolument. Alors, une autre fonction du masque apparaît très bien, mais là, malheureusement, je crois qu'il faudrait en quelque sorte un masque pour faire la démonstration. Mais si on regarde l'intérieur d'un masque et qu'on l'éclaire d'une certaine manière, là, imaginons que ce soit un masque. Alors, on l'éclaire d'une certaine manière, on va avoir l'œil droit qui est ici, qui va être l'œil gauche. C'est-à-dire que l'on va retrouver une inversion entre droite et gauche. Là, si on imagine l'intérieur d'un masque. Et en même temps, en éclairant d'une certaine manière, au bout d'un moment, très souvent, on va voir l'ensemble en relief. C'est une expérience qui est faite, vous savez, c'est ces objets, ces moules que l'on a au Louvre, où on garde le creux du moule. Éclairé d'une certaine manière, le creux du moule apparaît en relief. Il existait à Constantinople, à l'église Sainte-Sophie, un masque du Christ qui était un masque en creux de terre cuite, c'est-à-dire c'était un moule du visage du Christ. Et ce moule, dit-on, avait la fonction, enfin avait la propriété de suivre des yeux les gens qui se trouvaient qui étaient dans l'église. Et dans les Légendes dorées, on nous raconte qu'un juif qui avait pénétré ainsi avait été suivi des yeux par le Christ, et inquiet avait cherché à détruire cette image qui s'était mise à saigner, et comme ça il avait été puni. Alors ça c'est une fonction importante parce que ça veut dire qu'en fait si on regarde le creux d'un masque, au bout d'un moment il apparaît en relief. Et on voit très bien que là nous avons affaire à l'apparition de l'âme. Le creux d'un masque fait apparaître l'âme, puisque c'est quelque chose que nous allons toucher sans pouvoir le saisir.
et que pourtant nous voyons. Voilà quelque chose que nous voyons nettement, qui inverse droite-gauche, si le visage du Christ a été, c'est-à-dire en inversant droite-gauche, qui va bien sûr retrouver le visage du Christ, puisque là nous avions déjà une inversion en moule. Donc, si nous regardons le visage du Christ, puisque là nous aurions à nouveau droite et gauche qui sont inverses, on a une première inversion par le moule, une deuxième inversion par l'impression de relief que donne le moule éclairé d'une certaine manière, le moule en creux éclairé d'une certaine manière. Donc on retrouve le visage, mais c'est un visage qu'on ne peut pas toucher, dans lequel notre main rentre, c'est-à-dire finalement ce visage c'est l'équivalent de l'âme. Et ça c'est une fonction du masque qui est merveilleusement illustrée au début du carnaval par l'image du masque de Christ, c'est-à-dire la Véronique. Puisque la Véronique, c'est un moule en creux du visage du Christ. C'est absolument pas, puisque c'est une inversion. C'est pas simplement en miroir. Parce que si c'était simplement, disons, en miroir et que ça a été développé, ensuite mis à plat, le visage ne se reconnaîtrait pas. Donc c'est bel et bien un moule en creux. Lorsque ce moule en creux est retourné, nous voyons le visage du Christ, le véritable visage du Christ. D'où le nom même, bien que ce soit un calembour, Véronique, ça veut dire qui porte la victoire, Féréniqué, Féréniqué. C'est qui porte la victoire, mais on l'a lu en image vraie, Vera icône. On l'a vu en image vraie parce que par le jeu de la double inversion, on retrouve le véritable visage. Et voilà, une des fonctions qu'on voit très rarement du masque, c'est le jeu sur le creux. Le jeu sur ce qu'on peut appeler l'interface entre le visage et le masque. Et ça, c'est un point important. Le geste même de la Véronique consiste à retourner le masque. C'est-à-dire, elle a pris le masque comme ceci. Bon, disons, l'ensemble n'est pas passé au travers. Il est imprimé en creux. Et le grand geste de Sainte Véronique, c'est bien sûr de nous le montrer. De nous le montrer en le retournant. Et Véronique apparaît dans le calendrier à chaque fois qu'il y a retournement du temps. Et retournement du temps, alors, à l'équinoxe, vert c'est le printemps, donc équinoxe de printemps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jeu de ce genre, qui est un jeu sur les mots, fonctionne sur les choses. Quand on suit les apparitions de Véronique, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle commence à apparaître la première fois au 4 février, donc la première date possible du mercredi des cendres. La première date possible du Mardi Gras étant le 3 février, Saint-Blaise. Donc, première date possible du mercredi des cendres, c'est-à-dire de l'entrée en carême, le jour le plus haut de l'entrée en carême, de ce jour très ambigu qu'est le mercredi des cendres, qui parfois appartient au carnaval, parfois au carême, parce qu'il y a des farces qui se font souvent au mercredi des cendres. Et finalement, le mercredi des cendres, il y a bien un masque, qui est le masque de cendre. Puisqu'on vous barbouille, si vous voulez, d'une part, on barbouille le jour du mercredi des cendres, on barbouille avec les cendres, qui risquent fort d'être les cendres du bûcher de carnaval, puisque c'est le lendemain du Mardi Gras. Mais en même temps, le prêtre lui-même vous rappelle que vous êtes l'équivalent de mort, puisqu'on vous met une croix de cendre avec l'imposition des cendres sur le front, en vous rappelant que vous êtes poussière et que vous resterez poussière. Donc, poussière tuée, poussière tue de mort. Donc, ce jeu-là sur la mort, l'entrée, alors dans la pénitence, bien sûr, du carême, mais ce n'est pas seulement l'entrée dans la pénitence du carême, c'est-à-dire, désormais, vous allez être comme les morts, puisque vous allez être marqué de poussière. Et vous allez être comme les morts, c'est-à-dire, on va essayer de garder ces traces le plus longtemps possible. Si possible, jusque pendant tout le carême. C'est-à-dire que pendant tout le carême, on va avoir marqué sur soi la trace des morts. Et à la fin du carême, finalement, c'est le moment où la terre dégèle, c'est le moment de la date idéale d'une mort, c'est-à-dire Pâques, puisqu'on sait que les morts qui meurent à Pâques avec le Christ vont tout de suite au ciel, au lieu d'attendre, comme la plupart des morts, 40 jours dans la tombe. Le passage se fait directement.
Et là, alors, la Véronique assure parfaitement ce passage par le retournement. Alors dans vers, il y a peut-être aussi vers Huerté qui serait retourné. Hein, mais il y a sûrement aussi le printemps. Alors on a donc toute une série là qui fonctionne. 4 février, puis le Mardi Gras, c'est-à-dire mardi de la Quinquagésime, qui peut être, alors à partir du 4 février, mais qui peut aller jusqu'au 10 mars. Donc au 10 mars éventuellement, en clé postérieure, Mardi Gras, c'est le jour aussi où on fête Véronique. Et là, les théologiens médiévaux vous disent, parce que on a voulu recouvrir d'un masque chrétien les masques païens, on ne peut pas dire mieux, les masques de carnaval vont être recouverts à ce moment-là. Et puis, bien sûr, elle va apparaître au moment de la Passion, puisque c'est au moment de la Passion qu'elle recueille le masque sanglant du Christ. Donc, elle marque vraiment, par son retournement comme ça, par au moins 3 dates de retournement, les 2 premières pouvant être confondues en cas de clé antérieure, mais elle marque par 3 dates de retournement, elle marque le retournement des dates, alors à mon avis des dates essentiellement lunaires. Et c'est tout un jeu sur un masque qu'on pourrait appeler le masque du Christ au moment de la Passion, qui est forcément un masque de pleine lune. Donc un masque de pleine lune, mais qui va être retourné. Si c'est un masque sanglant, c'est un masque de nouvelle lune. Il y a tout un jeu possible là, disons, mais enfin, il faut jouer sur la lune, bien sûr, hein, à Pâques. Alors on va jouer sur la lune, peut-être justement en figurant une nouvelle lune au moment de la pleine, ou enfin, il y a tout un jeu. De toute façon, le retournement de ce masque va faire qu'on va passer, ce que voit Lévi-Strauss un peu dans sa voix des masques, qu'on va passer entre des masques clairs et lisses et en relief à des masques creux, noirs, sanglants. Voilà les deux. Eh bien, ces deux types de masques vont se retrouver finalement au moment du passage d'un temps lunaire à l'autre. C'est une manipulation du temps lunaire, une manipulation du mois. Pour manipuler le mois, que fait-on? Soit on se barbouille de noir, en se barbouillant de noir, on figure une nouvelle lune, soit on se barbouille de blanc avec de la farine ou de la terre ou du plâtre, et à ce moment-là, où on barbouille tout de blanc, à ce moment-là, c'est une pleine lune, soit on se barbouille en mi-lune, c'est-à-dire blanc et noir, comme ceci, et à ce moment-là, on joue sur la lune aisément en tournant la tête. Ça, c'est des masques faciaux sur lesquels, mais alors avec tout un jeu sur ces masques faciaux, avec tout un jeu qu'on voit très bien, par exemple, dans le jeu de l'échelle, dans le carnaval occidental, qui sont donc, moi j'imagine 12. J'imagine 12 jeunes gens, avec un visage blanc d'un côté et noir de l'autre, et puis qui figure, si c'est blanc ici, on est bien d'accord, pleine lune, mi-lune, nouvelle lune. Et ça, ce sont les 12 jeunes gens. Alors maintenant, ils sont commandés par un capitaine. Ce serait difficile de dire qu'il s'agit des 12 rapports solilunaires de l'année parce qu'ils ne savent plus depuis longtemps. Ils ne savent plus qu'il faut assurer ce raccord solilunaire par des petites lunes, les 12 petits mois, et qu'ils jouent les 12 petits mois au moment des raccords. Mais à mon avis, tout ça c'est su, mais de manière très simple. On vivait dans le temps lunaire, et que vivant dans le temps lunaire, on allait le manipuler. On allait le manipuler quand on n'était pas satisfait d'une lune, eh bien, il y avait plein de moyens pour passer à une lune autre. Et entre autres, toujours, moi je parle uniquement de ce que je connais un peu, c'est-à-dire les masques en Occident, le moyen de mieux manipuler la lune, c'est les miroirs utilisés dans les masques. On utilise très souvent des miroirs dans les masques. Eh bien, vous prenez une lune qui forme un C, vous la regardez un miroir, ça forme un D. Autrement dit, vous passez de décroissant à croissant. Il n'y a qu'une lune qui ne change pas, c'est la pleine lune. Vous regardez la pleine lune en miroir, c'est toujours une pleine lune. Toutes les autres lunes, vous n'avez qu'à prendre les phases, vous pouvez gagner ou perdre du temps en les éclairant d'une certaine manière, en tournant d'une part, bien sûr, si vous avez le visage avec 2 phases lunaires,
représentée, ou disons une mi-lune représentée, ou alors avec un miroir, on tourne avec le miroir, et bien avec ces miroirs, vous allez gagner ou perdre du temps. Le temps que vous avez gagné ou perdu, à mon avis, c'est le temps du carnaval. C'est-à-dire vous avez mis du temps hors du temps. Le propre d'un homme masqué en cerf, c'est éventuellement qu'il va parler comme un homme. Or, on a une légende qui court partout, qui est l'histoire du chasseur. Généralement, c'est attribué, alors, soit à Saint-Julien, soit à Placide, Saint-Placide, soit à Saint-Eustache. Et c'est pratiquement toujours la même légende, c'est-à-dire un jour où il est interdit de chasser. Et le jour où il est interdit de chasser, le grand jour où il est toujours interdit de chasser, c'est bien sûr le vendredi saint. Il ne faut pas faire couler le sang le vendredi saint. Ce jour où il est interdit de chasser, Eustache, qui est un grand chasseur, sort quand même, parfois Julien, dit-on, sort quand même, va à la chasse, et il aperçoit un grand cerf, et entre les cornes du cerf, il aperçoit un crucifix. Et le crucifix ou le cerf lui parle. Et lui dit, comment oses-tu me poursuivre, toi qui tueras un jour ton père et ta mère? Entre Noël et l'Épiphanie, on avait des déguisements en cerf. Mais que montre-t-il? En fait, le cerf sur la tête, il a des bois. Il a des bois, c'est donc, mais ce sont des bois mobiles. C'est-à-dire, c'est comme si les arbres marchaient. Or, au début de l'année, les arbres marchent. Si on se promène dans les rues de Paris, entre le, disons, un peu avant, le 25 décembre, que voit-on? On voit marcher les arbres. Que faisons-nous lorsque nous faisons rentrer un sapin de Noël dans une maison? Nous faisons que brusquement, les arbres marchent. Et nous le faisons à toute une période où les arbres vont marcher et même vont être hommes. Puisque la période que nous vivons actuellement va se terminer avec la Sainte Arbre, Saint-Sylvestre. On raconte en Catalogne. On raconte qu'autrefois, les arbres venaient spontanément dans les maisons pour se faire brûler. Jusqu'au jour où, à Noël, une vieille furieuse s'est emportée contre un arbre en disant « mais tu ne viens pas assez vite ». Et les arbres, depuis, ont refusé de venir rentrer dans les maisons. Donc, depuis, entre arbre et homme, disons, les arbres sont devenus fixes, c'est-à-dire, en fait, les arbres sont devenus des hommes inverses, puisque les hommes sont des arbres inverses. Nos cheveux sont comme des racines, nos ongles sont comme des branches. Donc, mais au moment où les hommes s'inversent, ou au moment où les arbres s'inversent, ils redeviennent comme les hommes. Ce moment, c'est l'ensemble des fêtes d'inversion, c'est-à-dire c'est les 12 jours. Tout le jeu sur cul par-dessus tête entre arbre et homme, c'est-à-dire l'inversion entre arbre et homme, va se faire, disons, on se retrouve dans la même situation au moment des fêtes d'inversion. Alors on le sait grâce à Shakespeare, puisque Shakespeare, dans Macbeth consulte les sorcières lui dit « mais ton règne durera tant que tu ne verras pas bouger la forêt ». Et il est tranquille, jusqu'au jour où un des veilleurs du château lui dit « ah, je vois s'avancer vers nous la forêt ». Parce que l'ensemble des ennemis se sont transformés en hommes sauvages, se sont transformés en hommes sylvestres, et c'est la fin de son règne. Il sait que la fin de son règne arrive. Donc ce genre d'inversion, en fait, sur la royauté et la tyrannie, comme dit Platon, puisqu'il y a inversion, royauté, tyrannie pendant les 12 jours, eh bien, va se retrouver avec l'inversion entre arbre et homme. Les arbres marchent au moment où l'autorité royale bascule dans le monde. Alors, on le sait, on sait qu'en ce moment, pendant les 12 jours, nous vivons le retour de l'âge d'or. Nous vivons le retour
de Chronos au moment où, par exemple, les animaux parlent. Donc tous ces animaux, tous ces déguisements, les déguisements animaux de la période de Noël, c'est finalement la reproduction de ce que nous dit Platon quant à l'âge d'or. L'âge d'or, c'est le moment où nous entendions parler, où nous comprenions le langage des animaux.